Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Vancouver, je rencontre Maurice Guibord, qui est historien et président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique? Qu'est-ce que vous faites? Ben voilà que nous existons depuis 7 ans seulement, d'accord, et nous avons hérité des archives et de la bibliothèque d'une société historique antérieure qui a disparu il y a une quinzaine d'années à peu près, et qui avait existé sur une trentaine d'années. Donc quand même, il y a déjà un bon fonds d'archives, bonne bibliothèque, et cette société, ainsi que la nôtre, donc nous visons à mettre de l'avant l'importance de la participation des francophones dans l'évolution de la province, d'accord? Ce qui est un fait, mais absolument inconnu, non seulement par les francophones, mais bien sûr par les anglophones. Il y a une raison pour cela. Des francophones qui étaient là déjà au tout début de l'arrivée des Européens, la plupart des francophones qui étaient illettrés, donc n'ont laissé aucun vestige écrit, ni lettres, ni journaux, etc., ils paraissent cependant dans les écrits des explorateurs, etc. Et c'est comme ça qu'on voit leur présence. Donc voilà, donc on remonte aux premiers explorateurs européens, donc les Mackenzie, les Fraser, les Thompson, etc. Donc on est à la fin des années 1700, début des années 1800. Et déjà 1793, Mackenzie arrive et il est accompagné d'une demi-douzaine de ce qu'on appelait à l'époque des Canadiens, n'est-ce pas? Des Canadiens français, c'était des voyageurs, n'est-ce pas? Et c'est la même chose qui est arrivée avec Fraser et Thompson. Chacun avait des équipes de plus en plus grandes. Donc, on reconnaît dans les écrits partout de ces explorateurs et d'autres, et même des gens qui ont fait des levées topographiques de la province, des francophones, en grande partie des Canadiens, qui ont joué des parts, mais importantissimes. Si ce n'était que de leur participation, les explorateurs ne seraient jamais arrivés sur la côte, vous comprenez? Souvent, on embauchait aussi des métis francophones qui étaient là déjà depuis un certain temps et qui servaient de guide à ces explorateurs qui ont, entre guillemets, découvert les lieux. On sait que c'est autrement maintenant, bien sûr, les Autochtones étaient là depuis quelques années déjà. Donc voilà, ça c'était la première période de l'histoire des francophones dans la province. Et tout de suite après, et c'est là que la couronne britannique s'impose, commence à s'imposer, on reconnaît l'importance d'une seule ressource, et c'est le bois. Pardon, les fourrures, je m'excuse, c'est les fourrures. Et donc, la Compagnie de la baie du Son, la Compagnie du Nord-Ouest s'installe de part et d'autre dans la province, comme ils l'avaient déjà fait un peu plus à l'est, et font venir ceux qui ont déjà fait le travail de la traite des fourrures, soit des voyageurs, des coureurs des bois, encore des Canadiens français, des Canadiens, d'accord? Tellement que, et ceci c'est une réalité qui a été découverte seulement dans les dernières 5-6 années, de par le travail de Gene Barman, l'historienne Gene Barman, et de Bruce Watson aussi, donc dans des bouquins publiés jusqu'à présent en anglais, où on reconnaît que dans le territoire qui deviendrait la Colombie-Britannique, il fallait pouvoir parler français pour pouvoir travailler ici, parce qu'il y avait plus de 60-70% des ouvriers dans tous les postes et les phares de traite de fourrure qui étaient canadiens, donc la langue de travail, c'était le français. C'est sûr que les patrons étaient britanniques ou écossais, anglais ou écossais, donc la langue de discussion avec ses patrons, c'était l'anglais, bien que ceux-là devaient aussi apprendre le français. On sait aussi que la langue de troc avec les Autochtones, qui était un jargon créé avec jusqu'à 50% de mots français et ensuite des mots autochtones, des mots anglais, c'était le chinook. Donc on reconnaît des mots français là-dedans aussi.
Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ces Canadiens, ces Canadiens français? Ils sont devenus les premiers colons européens dans le territoire qui deviendrait la province. La Compagnie de la baie d'Hudson les encourageait à se marier pour qu'ils restent dans les lieux, comme en installant des familles. Donc, les seules femmes qui étaient là, c'était des femmes autochtones. Donc, ça a donné une génération de métis francophones. D'accord? Chose intéressante, c'est que les métis qu'on connaît donc de la part du Manitoba, par exemple, Louis Riel, ses compagnons, sa communauté, ce n'était pas exactement ce qui se passait ici. Tout semble indiquer que une fois rendu à l'âge de la maturité, donc 16 à 18 ans, dépendant si tu es femme ou homme, là, tu choisissais le milieu dans lequel tu vivais. Donc, soit tu étais blanc, soit tu étais indien. D'accord? Souvent, la couleur de ta peau le décidait pour toi, mais autrement, il y a beaucoup de Britanno-Colombiens qui se rendent compte maintenant que leurs antécédents, c'était un Canadien avec une femme autochtone d'une des nombreuses nations qui peuplaient et qui peuplent toujours la province. Donc ça, c'est l'évolution jusqu'à la première ruée vers l'or, donc 1859, d'accord? La première de plusieurs, ça c'est celle du fleuve Fraser, où tout d'un coup, accourent plus de 40 000 hommes de partout au monde. Et on pense à 40 000 aujourd'hui, c'est pas tellement beaucoup, mais ça dépassait de loin la population européenne qui était dans tout l'ensemble de ce territoire-là, autant sur l'île de Vancouver que sur la partie continentale. Et donc, les francophones qui, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette année-là, qui formaient au moins 60% de la population européenne de l'époque, sur la côte ouest, on a été emporté par cette vague non francophone et on y nage toujours. D'accord? Mais ce n'était pas la fin des arrivées des francophones, c'est sûr. Aussitôt avec l'arrivée des chercheurs d'art, etc., avec eux sont venus les entrepreneurs de tous les groupes, toutes les religions aussi, tous les groupes culturels et linguistiques. Et on voit à Vancouver comme à Victoria et dans bien d'autres lieux s'installer des commerçants francophones. Français, belges, basques, canadiens bien sûr, suisses, dans toutes sortes de domaines. Donc, on voit quand même, par exemple, dès 1886, l'année où Vancouver devient la ville de Vancouver, on voit quelques mois plus tard s'établir la Société culturelle et poétique pour Canadiens français à Vancouver. C'est inouï quand même, l'un des premiers regroupements culturels comme ceux-là à Vancouver. On vient d'apprendre la semaine passée qu'à New Westminster, déjà 1873, si je me rappelle bien de la bonne année, il y avait le groupe de bienfaisance, la Société de bienfaisance française, et probablement, et les recherches restent à être effectuées, liées à une société semblable qui existait déjà, au moins à cette époque-là, à Victoria aussi, elle aussi créée par des Français, des immigrants français de San Francisco qui est arrivé pour la ruée vers l'or, mais qui s'y est installé plutôt comme homme d'affaires. D'accord? Donc, cette société de bienfaisance française, c'était ni plus ni moins le premier réseau d'aide au niveau de la santé et au niveau de la finance aussi pour les gens. C'est une assurance maladie, voilà, ni plus ni moins, auquel pouvaient se joindre pour $1 par mois, quelque chose comme ça, quiconque de quelque langue qu'on voulait, mais les réunions se tenaient en français et les dossiers se tenaient en français aussi. Donc voilà, on vient d'en découvrir une probablement liée à la maison mère, si vous voulez, à Victoria, mais qui ouvrait, 13 ans avant une société communautaire canadienne-française à Vancouver, 13 ans plus tôt, donc à New Westminster, qui avait été la capitale du nouveau territoire, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu de ça, de New Westminster comme capitale du nouveau territoire. New Westminster avait été, passons au début, donc bien sûr, la première colonie, c'était celle de l'île de Vancouver. Douglas en était le gouverneur, donc Victoria, c'était la capitale. Ensuite, quand a été formée la
colonie de la Nouvelle-Calédonie, qui était donc la partie continentale, non entière non plus, mais une partie de cette partie continentale de la Colombie-Britannique actuelle. La capitale était d'abord Fort Langley, ensuite New Westminster, et ensuite, quand la Grande-Bretagne s'est décidée d'épargner des sous, elle a joint les deux colonies, et finalement, c'est Victoria qui en est devenue la capitale. D'accord. Et moi, je me suis toujours demandé, parce que bon, il y a la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Exactement. Et pourquoi est-ce que ça s'appelait la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi ça a changé de nom? Je n'ai jamais vu de bonne explication pourquoi ça a pris ce nom-là. Et ça a changé de nom précisément parce qu'il en existait une ailleurs. Ah, d'accord. D'accord? C'était une bonne C'était raison. pas ceux qui avaient décidé sur le nom. Pourquoi ils n'avaient pas fait leur recherche auparavant, je n'y comprendrai rien. Là, comment ça s'est passé, j'arrive pas à comprendre ça. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français. Français, tout à fait. Alors qu'on ait la C'était Nouvelle-Calédonie comme territoire britannique. New Caledonia, voilà. J'ai toujours été un peu confuse avec ce... Et voilà, et on le reste. Ok, d'accord, il n'y a pas que moi, je me sens moins seule. Non. Donc voilà l'histoire des francophones. Comme vous voyez, chaque fois qu'on parle à quelqu'un, à un historien, un muséologue, une muséologue, là, on trouve des pistes. Je ne peux ouvrir un livre historique régional qui traite de l'histoire de la province sans trouver des noms francophones. Donc, à plus d'une reprise, j'ai ouvert une histoire régionale qu'on prend toujours quand même avec un grain de sel, n'est-ce pas? Mais reste que les historiens doivent s'y pencher pour trouver des données fort intéressantes. Mais on dit, par exemple, le premier pionnier ici, c'était John Smith, par exemple, d'accord? Mais en page 6, on retrouve tout d'un coup, John Smith a acheté sa terre de Maurice Guibard. D'accord? Ben, c'était qui le premier pionnier? Mais on ne parle plus de Guibard, par exemple. D'accord? Donc, par exemple, un peu à l'est de la ville de Mission, il y a le petit village de Roches. D'accord? Bon, ben, le premier, c'était pionnier, c'était d'abord un chercheur d'art qui est devenu fermier, puis c'était un Joseph de Roche, un Français, d'accord? Mais quand je suis allé là-bas pour aller fouiller un peu, sans connaître à ce moment-là qu'il existait une petite histoire de Roche, on m'a dit dans le magasin général, qui était l'une des 6 bâtisses qui restaient sur la rue principale, il n'y a jamais eu de francophone ici. D'accord? Et voilà la donne normale. J'arrive tout justement de Kelowna, où la Société historique a monté une visite guidée avec le professeur Edmond River, qui a écrit sur le père Pandosy, qui a créé la mission qui est devenue Kelowna. D'accord? Et c'est lui qui a apporté les raisins. Et les raisins, le bétail et il en manque un, les fruits. D'accord? Donc, on est allé explorer les sites francophones. Puis en plus, moi, je suis un petit peu plus loin, puis je suis monté à une demi-heure de là, à Vernon, qui s'appelait Priest Valley, la vallée où était le curé francophone. Et ça, c'était juste à côté de Lumbee, qui s'appelait Frenchtown. D'accord? Donc, on en voit, mais partout de ça dans la province, d'accord? Mission, c'était la mission du père Fouquet. Quesnel, bien sûr, qui était nommé en l'honneur du lieutenant de Fraser, qui était Jules Quesnel, un Montréalais, etc. Même Victoria était en grande partie, je dirais presque aux 50% francophone à ses tout débuts. La première école, les premières églises, c'était des religieux et religieuses canadiens-français qui s'y établissaient et on enseignait en français tout d'abord. Le gouverneur Douglas était bilingue francophone aussi et envoyait ses enfants à l'école française, l'école des sœurs de Sainte-Anne qui nous arrivaient de Montréal à mission étrangère, n'est-ce pas? Donc, il y a une riche, mais richissime histoire grâce en partie à ces religieux, d'accord, qui se sont installés un peu partout et qui ont installé partout, presque partout en province, les premières écoles, les premiers orphelinats, les premiers hôpitaux. Cependant, il faut aussi reconnaître que parmi ces écoles, bon nombre, puisque les religieux arrivaient souvent sans le sou et appuyés fortement par le gouvernement financièrement pour ouvrir des écoles, ces écoles se retrouvaient souvent comme écoles résidentielles. D'accord? Donc, il faut quand même accepter notre part dans cette triste évolution. Cependant, certains de ces immeubles sont toujours là et servent
à des fins culturelles ou autres toujours. C'est en grande partie de cette façon-là aussi que l'épanouissement culturel a eu lieu, d'accord? Aussitôt qu'on arrivait là, qu'il y avait des services religieux, des colons, des pionniers, des fermiers francophones s'y installaient avec eux. Quelqu'un me disait cette semaine que s'il n'y avait pas eu la présence francophone sur l'île de Vancouver, par exemple, l'île de Vancouver serait probablement américaine. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et c'est pas seulement l'île, c'est la colonie entière, d'accord, de ce qui deviendrait la Colombie-Britannique. Revenons donc à cet important livre de la professeure Jean Barman qui s'appelle French Canadians, Furs and Indigenous Women in the Making of the Pacific Northwest. D'accord, c'est un long titre. En passant, la Société historique francophone, on est en train de faire des démarches avec UBC Press pour le faire traduire. D'accord? Donc, ça s'en vient. Donc, voilà, l'une des énoncés qu'elle a porté de l'avant, c'était justement que sans la part des Canadiens français, elle dit en particulier, la Colombie-Britannique serait peut-être américaine aujourd'hui, du simple fait qu'au moment de l'arrivée vers l'art, oui, est arrivé 40 000 hommes d'un peu partout, mais je dirais qu'au moins la moitié étaient américains, d'accord? Et ceux qui sont arrivés n'étaient pas des plus polis, d'accord? Des plus éduqués, etc., etc. Ils étaient là pour faire leur fortune comme tout le monde, tous les autres, mais reste qu'ils sont arrivés ici, et à ce moment-là, il existait dans les États-Unis la doctrine Monroe, selon laquelle tout le territoire de l'Amérique du Nord devait bien sûr, et logiquement quant à eux, revenir aux États-Unis. Donc, ils ont tout fait pour que ce territoire, qui était grandement hors des bornes de toute loi, etc., de l'imposition de toute loi, c'est eux qui ont décidé de plus ou moins mener le bal au niveau politique. Ils ont essayé de le faire. Mais c'est là que, puisqu'il y avait ce danger que les États-Unis prennent ce territoire, c'est là que l'Angleterre s'est décidé de regrouper les deux colonies et d'y amener la police montée, comme on appelait Northwest Mounted Police. D'accord? Royal, il y a un mot qui me manque. Royal Northwest Mounted Police. Voilà qui est devenu la GRC. D'accord? Donc, et c'est là que cette police, ce service de police a pu garder l'ordre contre les incursions américaines politiques dans un territoire qui était maintenant officiellement britannique. Donc, où en sont les Canadiens avec ça? Les Canadiens français ont dit que, donc, et c'est le dire de Jean Barman, puisque les Canadiens français étaient là pour plus du 60% de la main-d'œuvre jusqu'à ce moment-là, c'était eux qui avaient maintenu la puissance de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui était britannique. D'accord? Donc, nous appuyons, de par notre présence, de par notre langue, de par notre culture, mais là, pour la Compagnie de la baie d'Hudson, nous appuyons cette démarche qui a préservé ce territoire-là, éventuellement pour la couronne. Vous voyez? Donc, ça, voilà le lien. Peut-être ténu, c'est certain, mais chez les historiens, ils commencent à comprendre justement l'importance des Canadiens dans le développement culturel de la province. Ceci dit, avec le dénouement, la présentation de l'œuvre de Jean Barman, c'est maintenant, et j'ai eu l'honneur de mettre mes 5 lignes à l'arrière de son livre, et c'est justement de ces déclarations, de ces recherches qui nous permettent maintenant, nous, comme francophones, de nous afficher comme Canadiens-Français en particulier, comme l'une des nations fondatrices de ce qui deviendrait la Colombie-Britannique. Donc, c'est beaucoup dire déjà. C'est quand même intéressant. À l'automne, il y a le professeur Michel Bouchard en anthropologie à UNBC qui est sur le conseil de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Lui, avec Robert Fox Curran, chercheur et historien à Seattle, et un troisième dont le nom m'échappe, je m'excuse, plus au Québec, si je me rappelle bien, vont lancer, et nous lançons le livre pour eux ici à Vancouver, un troisième donc volet, presque un volume si vous voulez, sur l'histoire des Canadiens français. Celui-là va traiter de l'épanouissement donc
de l'Est, nord au sud, de l'Est américain jusqu'à la côte ouest, et comment donc on s'est intégré finalement en Colombie-Britannique aussi. Donc ça va être fort important et intéressant de voir quelles choses ils auront, ces trois auteurs auront découvert et seront en train de mettre de l'avant. Et chose intéressante, ça va être la première fois qu'un francophone participe à de telles recherches publiées à un tel palier historique. D'accord? Donc ça va faire du bien aussi. Est-ce que vous pensez est-ce que tu penses qu'il va y avoir des retombées politiques éventuellement de ces recherches? Bien, il y en a déjà. Il y en a déjà. Donc, par exemple, de ce que nous avons ici dans notre bureau, d'accord? Et ça, c'est des recherches qui ont été effectuées par Catou Lévesque, par un bon nombre de gens qui travaillaient à l'ancienne Société historique, et aussi des recherches effectuées par les gens de l'Association historique francophone de Victoria, dont Gisèle Sanson et bien d'autres. On a déjà une bonne base de données sur ce qui s'est passé en province. Donc, on peut dire, oui, les bases les pionniers, par exemple, de telle et telle région, c'était telle et telle personne de telle ville au Québec, etc. Donc, moi, j'ai pu rassembler ces données dans un document peut-être d'une vingtaine de pages, il y a à peu près 5 ans de cela, quand le Conseil scolaire francophone a lancé des poursuites judiciaires contre la province pour que la province respecte ses engagements au niveau de nos droits en éducation francophone comme peuple minoritaire, mais ayant un certain pourcentage dans toutes les régions de la province, finalement, d'accord? Mais finalement, le jeu, c'est qu'ils ont essayé, la province n'a pas voulu nous accorder l'ensemble, comme les nouvelles écoles, etc., d'accord? Donc voilà ce qu'exigeait donc la couronne. Le conseil scolaire, les avocats du conseil scolaire francophone, c'était des faits historiques que nous avons été en mesure de fournir. Vous voyez l'importance de cela? Oui, et en même temps, ça m'amène à une autre question, parce que moi, j'ai enseigné l'histoire à l'école secondaire pour le conseil scolaire francophone, et il n'y a rien dans le curriculum qui parle de l'histoire des francophones. Et comment ça se fait? Et voilà, ça revient au fait que les recherches sont très récentes, d'accord? Il y a eu peut-être, et là je vais me tromper sur la date, disons moins une décennie, où cette Association historique francophone à Victoria a publié un bouquin sur l'histoire francophone à Victoria. C'est ça leur focus, c'est la ville. On travaille de très près avec eux, on est tout à fait partenaires et bons amis. Mais on dirait qu'aussitôt que c'est les francophones qui font quelque chose, on le met un peu à l'écart. C'est triste de le dire, hein? Mais ça commence à changer, bien sûr, avec le livre qui va sortir avec Michel Bouchard et compagnie. Donc là, l'Association des enseignants francophones gratte à notre porte maintenant pour nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. D'accord? Donc, par exemple, un des projets, notre projet du 150e pour le Canada pour lequel nous allons demander une subvention, ça se fait avec la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique qui, eux, ont en bas ici dans la Maison de la francophonie, ils ont une série d'une quinzaine, vingtaine de panneaux didactiques encadrés qui relatent l'histoire des francophones, mais ils ont été faits durant les années 70, donc ils méritent à ce moment-ci d'être brûlés, ni plus ni moins, d'accord, parce que c'est incomplet, c'est fait selon les recherches qui avaient été effectuées jusqu'à ce moment-là, et selon, c'est un peu à l'époque, à la mode des années 70. Donc, le projet, c'est de refaire ces panneaux-là avec les données que nous avons actuellement, puis tiens peut-être en couleur, tiens peut-être bilingue en plus, et d'en faire une tournée dans les grandes villes de la province, d'accord, avec conférences à l'appui de ma part. Vous voyez, ça va donner, donc avec cela, d'une pierre deux coups, on dresse dans un manuel avec, c'est plus que les grandes lignes, un peu plus détaillé, qui existe maintenant, je veux dire, et on le met à la disponibilité des enseignants. D'accord? C'est à nous, donc, de travailler avec le Conseil scolaire francophone d'abord, mais encore plus important, avec le ministère de l'Éducation de la province, pour que ce soit non seulement dans les écoles francophones, mais dans toutes les écoles. Et dans le curriculum. Tout à fait. Parce que si ce n'est pas dans le curriculum, ça ne sera pas fait. Et voilà. Pensez-y, c'est l'an passé que l'histoire des Chinois
dans la province, vient d'être ajouté au curriculum de la province. Mais pas la nôtre. Mais pas la nôtre encore, vous voyez là? Donc c'est un peu celui qui crie le plus fort, on dit en anglais the squeaky wheel, là, d'accord, qu'on graisse. Donc voilà, c'est là où nous en sommes. Un des problèmes pour nous à la Société historique ici, c'est que nous sommes tous des bénévoles pour le moment. Nous ne recevons aucune subvention, mais ça c'est probablement l'année où ça va changer. Donc, au fur et à mesure qu'on va augmenter notre personnel, on peut augmenter les services que nous allons offrir. Et c'est pas dire que nous ne faisons pas beaucoup, mais beaucoup, et à l'échelle de la province déjà, d'accord? Donc, on a tout simplement hâte d'aborder des projets clés comme celui-ci, d'accord? Les acteurs à tous ces paliers-là nous attendent, d'accord? Et ça va se réaliser en bonne et due forme. Donc ça s'en vient. Ça s'en vient et très bientôt, d'accord? Et comme j'ai la chance, parce que bon, j'ai plein de questions d'histoire, oui. Je vais en demander quelques-unes quand même. Est-ce qu'il y a des personnages francophones importants qui ont vraiment, ou des personnages colorés, des personnages intéressants qui ont marqué l'histoire de la Colombie-Britannique? Je peux penser par exemple à Pierre Paris, qui était non parisien, mais français, mais qui se disait, français basque. Basque-français, basque d'abord, d'accord, qui est arrivé ici et qui a monté l'un des empires de la chaussure, d'accord. C'est quand même intéressant parce qu'il y avait une petite communauté basque-française à ce moment-là à Vancouver qui s'entremariait, etc., etc. On parle de quelle année? Donc on parle du début des années 1900. D'accord? Donc là, c'est l'entrée des francophones, autant canadiens-français que français, dans le centre-ville de Vancouver, où on voit quand même en plein centre-ville, on voit plusieurs boutiques et commerces qui ouvrent. Donc principalement des commerçants francophones qui s'installent à Vancouver. On voit des gens qui s'installent autant comme fermiers que comme commerçants, puis créent par exemple M. Clément qui s'installe, un Français qui s'installe à Kelowna et qui est le premier à monter un système de... je m'assure, j'ai dit M. Clément, c'est Clément Vachon, pardon, qui a créé un système d'irrigation par arrosage, là, au-dessus, là, vous savez comme on utilise aujourd'hui. Donc l'irrigation par tuyauterie, si vous voulez. Donc, c'est lui qui a créé ce système-là et Kelowna, maintenant, ça marche comme ça. Mais au niveau des commerces, même juste à Vancouver, Magloire des Rosiers, je veux dire, quel beau nom, Magloire. Puis les anglophones avaient tellement de problèmes à prononcer ça qu'il a pris le nom Michael. Hein? Donc là, finalement, lui était un ferblantier, donc il faisait vraiment ces belles corniches en fer blanc qu'on voit, qui décorent tous les vieux immeubles, d'accord? Donc lui était en plein centre-ville de Vancouver et l'immeuble des Rosiers est toujours là. Donc par exemple, à Vancouver, il y a 6-7 immeubles qui portent des noms français. Il y a l'hôtel de Georges Fortin, donc il y a le Fortin Block, d'accord? Donc 1893. Et à un coin de là, c'était le studio de photographie d'Alphonse Savard, qui lui venait du Québec aussi, de Montréal, je me rappelle bien. Lui, c'était quand même intéressant parce qu'il habitait en plein dans l'ancien centre-ville de Vancouver, qui est le Downtown Eastside aujourd'hui, juste à côté du Chinatown, et c'était le seul des photographes qui autorisait des Chinois à entrer chez lui pour se faire photographier. Donc, pourquoi pas, c'est les affaires, n'est-ce pas? D'accord? On a des hommes comme Supplien Guine, quel nom, n'est-ce pas? Et qu'on appelait French John. Demandez-moi pas pourquoi. Supplien, ça a dû être massacré aussi. Qui s'est marié, lui, avec l'une des filles du chef Catsalano, d'où vient le mot Catsalano. Et ils ont eu un fils qui s'appelait Pierre. Et voilà l'un des descendants. Donc, leurs descendants sont métis. Mais, chose intéressante, un Plant, plus tard, d'accord, a été interviewé par l'archiviste de la ville de Vancouver, puis lui était au courant de ça, mais il a dit, bon, mais finalement, toi, tu es descendant de métis. Il dit, oui, mais j'ai rien eu à faire avec ça. D'accord, donc il reniait ses racines francophones et autochtones, vous voyez, mais reste que le fils de ce couple-là, Peter Plant, mais c'était Pierre Plante, avait été, puisqu'il était quand même assez blanc, avait été absorbé, on disait que c'était le premier bébé blanc à naître sur l'Anse Burrard.
D'accord? Donc, Vancouver, Nord Vancouver, West Vancouver. Et c'était lui, adulte, à qui on a accordé l'honneur de conduire le gouverneur général Stanley quand il est venu nommer le parc qu'on dédiait à son nom. D'accord? Mais c'est un métis francophone. D'accord? Donc, ça, c'est là où on perd notre histoire. D'accord? Quand on est absorbé, et les gens ne tenaient pas nécessairement à leur héritage. D'accord? On a, par exemple, un Français qui s'appelait Jean Caux, C-A-U-X, qui, lui, a pris le nom de Cataline et qui est devenu le pacteur principal de toute l'histoire de la Colombie-Britannique. Donc, un pacteur, il y avait des chargements d'ânes, donc 30, 40, 50, 100, 120 ânes qu'il remplissait dont les sacs étaient remplis de fournitures, puis lui les menait à tous les mineurs, les chercheurs d'art, partout, dans tous les raccoins de la province, où il y avait des gens qui avaient besoin de vivre. Cataline allait les trouver, vous voyez. Donc, un homme légendaire de la Colombie-Britannique. Un bonhomme comme Isadore Boucherie, Canadien-Français avec un nom de même. Boucherie qui, si vous allez à Kelowna West, vous allez voir le premier vignoble que vous allez voir, c'est Boucherie Wines, d'accord? Parce qu'il y a la montagne Boucherie qui est juste à côté. Boucherie était le premier pionnier européen dans ce qui deviendrait West Kelowna, ou Kelowna West, d'accord? Donc encore, on voit de part et d'autre des noms qui sont là de très longue haleine. Plus récemment, on a, et ça c'est des Mauriciens, d'une autre partie du monde, on a une famille de l'île Maurice, donc des boyers de la Giraudet. Quel beau nom français, n'est-ce pas? Et qui arrivent, s'installent d'abord comme fermiers à Maple Ridge, ou d'autres, n'est-ce pas? Et ensuite, ils arrivent, les Giraudet deviennent des grands dans la foresterie, dans la Colombie-Britannique, avec leur propre bureau, leur scierie sur l'île Granville, d'accord? Mais l'une des filles avait une superbe voix et a été adoptée au niveau professionnel par le sénateur Pat Burns. Donc, nos saucisses Burns, là, d'accord, c'est le sénateur Pat Burns, l'un des fondateurs du Stampede de Calgary, et l'envoie poursuivre des études de voix en opéra, d'accord, à Milan et à Paris pendant 6 ans. Elle devient vedette là-bas et prend le nom Isabelle Burnada. Burn pour Burns, et Ada pour Canada, le pays de son adoption, d'accord? Et elle a chanté pour la royauté, tout ce que vous voulez, mais est revenue ici au moment de la Deuxième Guerre mondiale et a voulu servir sa nouvelle patrie dans les efforts de guerre. Donc, c'est elle qui était la première enseignante avec la Légion canadienne pour enseigner le français de base aux soldats canadiens qui s'en allaient en France. D'accord? En plus, elle a écrit 2 bouquins. Le deuxième, ça s'appelait Canuck Goes to the Continent, et c'était dans la poche de chaque soldat canadien. Ça donnait non seulement des traductions de phrases importantes là, pour ce qu'il devrait traiter, avec quoi il devrait traiter en France, mais aussi comment repérer des espions allemands là-bas selon leur niveau de langue. C'est fort intéressant, très très reconnu par la suite à la fin de la guerre. Les sœurs Kern, 2 mademoiselles Kern de l'Alsace-Lorraine, qui, elles, au tout début des années 1900, ont, comme les demoiselles le faisaient à l'époque, beaucoup dans les quartiers bien nantis, elles ont ouvert une école pour les bien nantis, une école où on enseignait en anglais, mais avec beaucoup de cours de français, donc ça dans le West End de Vancouver, et c'est là qu'est née l'Alliance française de Vancouver, d'accord, avec, comme l'une des fondatrices aussi, Madame, son prénom va m'échapper, mais Madame Martin. Et Monsieur Martin tenait le plus grand magasin général de Vancouver, au centre-ville de Vancouver, juste à côté de l'hôtel de Monsieur Fortin. D'accord? Il y a 2 coins de studio de photographie de Monsieur Savard. Donc, c'est pas qu'on était les 50%, mais on était là, d'accord? Encore un petit peu plus loin, on parle de l'après-guerre. Là, on voit des gens comme Jacques Bayot de la communauté française qui est très, très présent dans les arts, dans le théâtre Molière, d'accord? Lui et sa femme. M. Bayot devient
le fondateur du journal Le Soleil de Vancouver, qui deviendra Le Soleil de Colombie, d'accord? Donc, sur 30 ans, le journée de la communauté francophone partout en province. Donc, un joyau, un trésor historique pour tout ce que nous avons fait durant les années les plus formatrices au niveau éducatif, politique, tout ce que vous voulez, d'accord, de toutes les communautés francophones. Et voilà que je les connais, M. et Mme Bayot, et ils sont prêts à nous offrir davantage d'archives. Et en plus, nous, c'est une des demandes que nous allons faire, une des demandes de subvention à UBC pour faire numériser de façon interrogeable les 30 ans du Soleil de Colombie. Donc ça, c'est un projet qu'on espère qui va se matérialiser cette année. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Et je n'ai vraiment que gratté la surface. J'ai parlé de Vancouver. La même chose se produit à Victoria et partout dans la province, des familles importantes françaises. Pensez à la lieutenant-gouverneure de la province, Mme Guichon, Judith Guichon, d'accord? Les Guichons, c'était des ranchers français qui voulaient être cow-boys, d'accord? Qui arrivent de la ruée vers nord de la Californie à la nôtre, s'enrichissent, établissent ce qui deviendra le ranch le plus grand de l'Empire britannique, et ensuite un hôtel à New Westminster, et établissent, Laurent Guichon établit une petite communauté francophone dans ce qui est aujourd'hui Lanneux, qui s'appelait Port Guichon, d'accord? Port Guichon. Les signes de Port Guichon sont toujours là, et si tout va bien, nous, la société, nous allons mener une visite guidée d'1 jour à Port Guichon cet été, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va à la découverte. Les noms sont partout, il y a plus de 200 noms de lieux, soit des rues, des ruisseaux, des montagnes, des villes francophones dans la province, d'accord? Certains qui n'existent plus. Je dirais peut-être une centaine, disons 70, c'est des noms français, mais de l'époque des Normands, des Plantagenets, des Huguenots en Angleterre. Donc le lien français y est simplement au niveau linguistique, mais pas culturel maintenant. Mais reste que c'est inouï ce qu'on trouve là. Et c'est pas juste en Colombie-Britannique. Il ne faut pas oublier qu'en raison des chaînes de montagnes qui nous séparent de l'Est, la même chose s'est produite aux États-Unis. Donc, on a des liens culturels incroyables avec l'ancien territoire de l'Oregon, donc le Washington, l'Oregon, l'Idaho, où on trouve aussi partout des communautés, des vestiges de communautés francophones qui sont fiers de leur héritage aussi. Donc, on a des choses à faire. Oui, et des choses à partager. Est-ce que vous avez l'intention de les partager autant en anglais qu'en français? Et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, parce qu'on ne peut pas que prêcher à la chorale, d'accord? Donc, les convertis sont déjà là à nous appuyer, et c'est ça, donc, le lancement de livre pour Mme Barnum, mais bien sûr, c'est un livre en anglais, donc on l'a fait en anglais. Celui à l'automne, avec M. Bouchard et compagnie, là, il va sortir il y a et la version française et la version anglaise. Donc, on va faire ça bilingue. Tous les 2 ans, la Société historique francophone de la CB présente un colloque d'une journée entière sur l'histoire de la Colombie-Britannique francophone. Et nous invitons des conférenciers, des universitaires d'un peu partout, des États, des étudiants, des chercheurs, donc à tous les niveaux, si vous voulez. Et là, c'est en format bilingue. Donc, je pense que la prochaine version, qui va se tenir l'an prochain, la matinée va être en français, l'après-midi va être en anglais, par exemple. Vous voyez? La demande y est, et c'est évident qu'il y a beaucoup de francophones qui se penchent sur les nôtres. D'accord? Donc, absolument, absolument. Est-ce qu'il reste des rêves encore pour la Société historique? Des choses qui n'ont pas été commencées Oui, absolument. Vous voyez, c'est le pénombre. C'est pas le pénombre, c'est complètement à l'envers dans notre bureau. Nous attendons les étagères d'ici une semaine. Les étagères en métal dans lesquelles on va pouvoir commencer notre rangement en bonne et due forme archivistique. Tous les dossiers, toutes les caisses que vous voyez doivent être transférées dans des dossiers, des caisses non acidiques, etc., etc. Et ce qui est arrivé quand l'ancienne société a implosé, le catalogue a disparu. Donc, nous devons refaire un catalogue. C'est du travail sur plusieurs années. Donc, moi, je veux vraiment pouvoir
aller de l'avant avec ça, avec un personnel qui s'y affairerait, et ensuite mettre le tout au fur et à mesure en ligne. D'accord? Donc, c'est de créer des ressources accessibles à tous, parce que ça nous appartient à tous. Nous avons des milliers de photos que nous devons scanner et tenter de faire réidentifier, d'accord? Mais on a des bénévoles qui pédalent dans le beurre, comme c'est là, qui attendent que notre bureau soit apte à ce travail-là, d'accord? Donc, et des gens qui disent, ben moi, je peux en identifier beaucoup. C'est aussi d'entamer un processus un programme important d'entrevue d'histoire orale, comme celui que vous faites, d'accord? Donc, des anciens directeurs d'hôtels de tout le milieu associatif. C'est importantissime que ça soit fait. Ces gens-là, non seulement certains sont en train de mourir, d'autres sont frappés d'Alzheimer, etc., etc. On en perd déjà de nos ressources. Mais c'est aussi, par exemple, ce qui s'est manifesté qui a commencé à se manifester lors de la dernière assemblée des représentants régionaux, membres de la Fédération des francophones, où et Surrey, et Courtney, et Prince George me sont arrivés, on dit Maurice, il faut que tu nous aides. Nos pionniers sont en train de mourir, on a des photos, ils ont des scrapbooks, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est de créer des ressources pour ces gens-là pour qu'ils rassemblent leurs propres archives. D'accord? Puis bien sûr, quand on parle d'archives, il y a niveau argent, bronze, argent et or, là, d'accord? Nous, étant mandat provincial, il faut qu'on vise l'or, d'accord? Mais c'est pas nécessairement possible pour tout et chacun de le faire ainsi. Mais leur donner donc créer des webinaires, par exemple, que ce soit facile d'accès à tout bout de champ, que ce ne soit pas avoir à payer à tel représentant d'aller pour une seule fois, d'accord, d'aller leur parler. C'est magnifique si on peut faire ça. L'idée, donc, pour nous, à la Société historique, c'est de ne pas nécessairement devoir tout avoir ici, mais de faire de sorte que le maintien de pièces archivistiques, photos et autres documents soit possible, rendu possible au niveau régional, qu'il y ait des suivis, une protection de ce matériel-là et qu'il soit accessible. Et voilà la chose la plus importante, d'accord? Donc, c'est ça les grands projets que nous espérons pouvoir, dans lesquels on veut pouvoir se lancer dans les quelques années. Bien sûr, il y a le mandat éducatif au niveau provincial, d'accord? Ça, c'est un énorme projet, d'accord? D'envoyer des jeunes dans les écoles avec des kits, ces célèbres kits éducatifs là, pour dire, ben voici ce qu'il y en est, telle chose. D'où ça vient le nom de Roche et de Kennel et de Pousse-Coupé. C'est pas Pousse-Coupé, c'est Pousse-Coupé. Ce n'est pas Yellowhead Pass, c'est tête jaune, etc., etc. D'accord? Donc, j'ai l'impression, Maurice, que tu vas être très occupé pour les années à venir. Je m'y donne à cœur joie. Si vous saviez, c'est emballant de faire ça, de savoir que tout livre historique que j'ouvre, que chaque professionnel en histoire que je rencontre va pouvoir me donner une autre piste. Des fois, j'en perds le sommeil, mais en même temps, c'est ce qui est fort intéressant et encourageant, c'est qu'on déborde de bénévoles. D'accord? Des bénévoles de toutes les communautés francophones. On n'a qu'à penser, par exemple, à Vancouver, on a au moins 30 communautés francophones non blanches. D'accord? Donc, des Africains de tous les pays qui étaient dans le cercle d'influence française de partout au monde, ils sont à Vancouver depuis 50 ans. Il n'y a personne qui a noté leur histoire ici. Voyez? Donc, il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait des choses comme ça. Mais ces gens-là, dans ces communautés-là, sont prêts. D'accord? Et on a des bénévoles français, canadiens, français qui travaillent ensemble, là, puis c'est beau à voir. D'accord? Chacun s'intéresse à sa propre façon, puis partage. Ils sont aussi excités que moi de trouver un brin d'histoire qui les fascine, puis dire, voilà, d'accord? C'est pour ça qu'on est là. Merci de partager tout cet enthousiasme. Je suis sûre que les gens qui vous ont écouté aujourd'hui l'ont ressenti autant que moi. Ça m'a fait grand plaisir. Ça donne envie d'en connaître plus, puis d'étendre toutes ces connaissances, puis cette histoire-là, de partager avec les autres. Tenez bon, ça s'en vient très vite. Merci Maurice Guibard. Ici
merci Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.